Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club VIP, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine et Jeanne au micro. Dans le cadre des festivals des Mycéliades 2025, nous recevons aujourd'hui Catherine Dufour. Bonjour Catherine. Bonjour. Pour vous présenter un petit peu aux auditeuristes qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes ingénieure informatique, après avoir fait une carrière dans la formation, autrice de littérature de l'imaginaire, de la SF à la fantasy en passant par le fantastique, mais aussi de littérature blanche, des essais, lauréate des prix Merlin, Reni Aîné, Bob Moral, Lundy, Masterton et du Grand Prix de l'imaginaire. Vous avez fondé avec d'autres auteuristes le collectif Zanzibar. Vous êtes également responsable du service communication et action culturelle de la bibliothèque de l'université Paris 8, chargé de cours à Sciences Po et vous écrivez dans le monde diplomatique. Quel est votre cheat code? Êtes-vous une IA déguisée? Non, je suis vieille, c'est tout. Non, je suis sûre qu'il y a un autre secret que ça. Je dors pas beaucoup. Alors, comment vous faites pour vous documenter sur autant de choses et travailler autant de choses à la fois? C'est une question de répartition du temps, c'est au fur et à mesure où on a tellement acquis de connaissances qu'on les réinvestit plus vite. Non, mais je dors pas beaucoup, et c'est vrai que je dors pas beaucoup. Tout simplement parce que moi, j'ai toujours voulu écrire, et j'ai toujours écrit en parallèle de la vie. Donc, j'ai commencé à écrire à 7 ans, et donc j'écris en parallèle de la petite école, la moyenne école, la grande école, le collège, le lycée, la classe prépa, l'école, voilà. Donc, j'ai une vraie vie. Et puis sinon, après, quand j'ai 5 minutes, j'écris. Et on arrive donc, au bout de 58 ans, ça fait beaucoup d'écrire. Est-ce qu'on a des choses dans ce qui a été publié? Est-ce qu'on a des écrits qui datent de vos 7 ans? Non. Alors, moi, j'ai écrit, je sais plus, de 7 à 13 ans, je crois. Et j'ai relu ce que j'avais écrit. J'ai compris que c'était intégralement nul. Donc, j'ai décidé de lire le plus possible et d'écrire au fil du temps jusqu'à ce que ça arrête d'être nul. Ça m'a pris à peu près 17 ans. À 30 ans ou 28 ans, j'avais fait toutes les erreurs. Donc, j'avais écrit dans le style pompeux, dans le style incompréhensible, dans le style lyrique, dans le style obscur, etc. Et une fois que j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire, ce qui est resté, c'est mon style personnel. Donc, à 28 ans, j'ai pris tout ce que j'avais écrit jusque-là. Donc, il y en avait 2 sacs poubelles de 50 litres quand même. Et j'ai tout jeté à la poubelle en décidant que j'avais appris le métier. Et là, j'ai écrit un livre qui a été publié. Mais c'est un long processus d'apprendre à écrire. Mais ça reste quand même assez intimidant, je dois le dire. Quand on travaillait avec Jeanne, ok, c'est intimidant quand même de ce parcours. C'est pratique pour faire les voix des personnages après. Probablement. Et est-ce que vous avez un cheat code pour la mémoire? Parce que vous êtes quand même capable de nous parler de manière convaincante de textes fondateurs shinto, de la résistance des matériaux, d'anciennes musiques chinoises, de stratégie commerciale. Enfin, l'ampleur et la précision de vos connaissances donnent le vertige. Est-ce que cet éclectisme, outre le fait d'être un plaidoyer pour l'insomnie, c'est un appel du pied au monde scientifique qui est, semble-t-il, plus cloisonné que jamais? Ou est-ce que c'est une revendication humaniste? Est-ce qu'il y a, outre l'insomnie, autre chose? Alors, globalement, moi, j'écris quand même pas mal de science-fiction. Et les gens qui écrivent de la science-fiction, en gros, c'est tous des scientifiques. Il n'y a pas de secret là-dedans. Et c'est assez rigolo parce que, du coup, on se rend compte que ce ne sont pas les chercheurs qui trouvent, mais c'est des choses qu'ils avaient dans leur imaginaire qu'ils mettent au point pour faire advenir leurs rêves. Par exemple, il y a une série, Star Trek, voilà, dans les années 60, où l'accessoiriste a eu l'idée, parce que bon, c'était une série à petit budget. Donc le premier problème, c'était qu'ils étaient dans un vaisseau spatial, il fallait qu'ils aillent sur des planètes et puis qu'ils en reviennent. Alors, ils n'avaient pas les moyens de se payer des fusées, des décors de fusées. Donc, ils ont inventé la télétransportation. C'était une idée géniale, hein. Il suffit d'avoir un plancher avec des ronds, là, et puis vous faites « oui » et voilà, les gens se retrouvent sur la planète et inversement. Et il y avait une deuxième chose, c'est qu'il faut quand même pouvoir communiquer pour pouvoir dire « Hey Joe, il faut que tu me remontes, beam me up, Scotty ». Donc, ils ont inventé un truc à clapet. Voilà, vous ouvrez et puis vous parlez dedans et vous dites « beam me up, Scotty » et là, vous remontez sur votre vaisseau. Et ce communicateur à clapet, y a quelqu'un qui a trouvé que c'était une excellente idée et qui a inventé ce qui est devenu les téléphones portables, le téléphone à clapet.
c'est à partir de la science-fiction que les scientifiques ont des idées, ont des rêves, et après, ils les mettent au point. Et ça, c'est assez... Il y avait une exposition très bien, il n'y a pas très longtemps, du côté de Lille, où justement, ils avaient pris tous les artefacts qui avaient existé dans l'imagination d'auteurs de science-fiction, et qui après avaient été mis au point par de vrais scientifiques. Et c'est assez étonnant de voir à quel point la science-fiction a nourri la science. Mais en fait, ce n'est pas étonnant du tout, puisque ceux qui écrivent de la science-fiction, c'est aussi ceux qui, dans leur labo, inventent des objets qui, 10 ou 20 ans après, se retrouvent dans la consommation grand public. Ça, c'est pour les connaissances abstraites, qui sont déjà impressionnantes. Mais vous êtes en plus capable de décrire le ciel de Tahiti comme quelqu'un qui y a vécu, le rôle des icônes dans l'intimité du foyer russe, l'excitation du hacker informatique et l'ambiance des squats américains. Alors nous voudrions savoir à combien de vies vous en êtes en vrai. Alors, je me suis baladée effectivement dans ma jeunesse. Donc oui, j'ai été en Russie au début des années 90. C'était l'époque entre l'effondrement et la reprise en main par Poutine. Donc à la tête de la Russie, il y avait une bouteille de vodka, c'était Yeltsin. C'était l'émeute dans le pays. Tout était livré aux mains des mafias, qui en fait dominaient déjà le pays depuis 20-30 ans. Et tout d'un coup, elles ont apparu au grand jour. Donc je me souviens, j'étais dans un hôtel, Ligne Touriste, à Moscou. On était au bar et il y a des gens qui sont venus nous voir en disant non, mais là, il y a 2 gangs qui ont décidé de régler leur compte à coups de Kalachnikov, donc vous sortez du bar. Puis ils se sont entretués. Et dans les rues, il y avait plein de limousines qui n'avaient pas de plaque d'immatriculation et qui écrabouillaient les gens sans avoir aucune conséquence juridique ou pénale. C'était vraiment... et je me souviens que j'avais pris un voyage plus ou moins organisé et on était genre 3 parce qu'avant de partir, il y avait une triple alerte. Peste, diphtérie, choléra. Parce qu'il n'y avait plus aucune règle d'hygiène qui était respectée. Et le pays s'enfonçait vraiment dans la démence. Donc ça, c'était pour... Et effectivement, moi, j'étais témoin de trafic d'œuvres d'art. Je ne l'ai pas fait. Si, en fait, si. J'ai acheté un ancien ciboire. On n'avait pas le droit de passer de ciboire. Et on m'a dit, voilà, à l'aéroport, tu fais comme ci, comme ça pour planquer. Enfin, bon. Bref, c'était un ciboire en étain des années 50. Je n'ai pas non plus volé la Joconde. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, Tahiti, effectivement, j'y ai passé quelques mois où j'étais stagiaire. Alors Tahiti, c'est particulier parce que nous, on a l'image d'un endroit magnifique. Alors de fait, c'est magnifique. Voilà, c'est une grande eau bleue avec des îles de sable blanc. Puis il y a des palmiers, puis il y a des cocotiers. Et puis ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait, c'est juste des étendues de terre stériles posées sur une étendue de mer stérile. Et à 5000 km à droite, il n'y a rien. À 5000 km à gauche, il n'y a rien. Et devant, à 10 000 km, il n'y a rien du tout. Donc, une fois qu'on a vécu là-bas, parce que moi, je n'aime pas aller dans un pays pour faire du tourisme. Ça, globalement, je ne le fais jamais. Moi, je vais dans des pays où je travaille, que ce soit à Tahiti, je suis allée travailler en Mauritanie, pour voir ce que c'est la vraie vie des gens. Parce que sinon, j'achète des cartes postales et ça me suffit bien. Donc en fait, la vie d'abord là-bas est extrêmement rude. Voilà. L'important, c'est d'avoir une source d'eau, sinon vous mourrez d'eau potable. Ensuite, il pleut tout le temps, et il fait chaud tout le temps. Donc tout pourri. Quand je dis que tout pourri, vous mettez vos chaussures en arrivant dans un placard, vous rouvrez le placard 2 jours plus tard, vos chaussures, elles sont vertes. Je vous donne le truc, il faut les tremper dans du lait. C'est pire qu'en Bretagne. Ouais. Ah non, mais c'est... Ensuite... vous vous faites bouffer par toutes sortes de moustiques et chaque plaie s'infecte. C'est ça aussi quand on est dans une température chaude et humide en permanence. Donc j'étais avec une copine qui allait droit pour septicémie à l'hôpital en rentrant parce que tout s'infecte. Donc l'espérance de vie est extrêmement basse. C'est pas rigolo du tout. Et ça se voit en fait dans le visage des dieux tahitiens. Quand vous voyez les dieux tahitiens, ils ressemblent, les tikis, ils ressemblent quand même un peu aux statues de l'île de Pâques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une tête sympa. Ils sont taillés dans de la roche volcanique, parce qu'en plus, c'est quand même des lieux qui sont très, très instables. Et quand on regarde le visage de ces dieux, on se rend compte que vivre sur ces îles n'est pas sympathique. Ce ne sont pas des terres accueillantes. Elles ne sont accueillantes que si vous êtes un gros touriste qui vit dans des conditions très particulières. On va vous mettre des moustiquaires, on va vous mettre de l'air conditionné. Et puis, dès que vous
vous êtes malade, on va avoir des antibiotiques, on va pouvoir vous rapatrier sanitaire. Quand vous vivez vraiment sur place, c'est extrêmement fatigant pour le corps et c'est finalement assez dangereux parce qu'il y a des bestioles partout, donc vous ne marchez jamais pieds nus à Tahiti, jamais, parce qu'il y a des sans-pieds, ces espèces de scolopendres qui, si vous piquent, vous êtes mort, voilà, comme ça. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est de découvrir sous la carte postale le vrai visage de ces endroits qui nous sont vendus comme, parce qu'on a des devises, comme des paysages paradisiaques et qui dans la vraie vie ne le sont pas du tout. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse et ce que j'ai mis en scène dans un livre, c'est la vraie vie telle qu'elle est à l'opposé de ce qu'à nous, on nous propose. Donc c'est toute la mythopoïèse capitaliste qui est de présenter Pocahontas comme une grande copine de l'homme blanc ou présenter Tahiti comme une terre de rêve où la vie est facile. Alors que c'est l'inverse. Pour nos auditeurs qui voudraient voyager de cette façon, en voyant les lieux tels que le vivent les gens qui y vivent, vous pouvez retrouver la Russie dans Valam notamment, le ciel de Tahiti et la Mandchourie et des tas d'autres choses dans le goût de l'immortalité. Et les squats américains, par exemple, dans le signe de Bukowski. Et en parlant de voyage, est-ce que vous pourriez nous emmener un petit peu sur la Lune ? Puisque c'est l'objet de votre dernier livre, Les Champs de la Lune. Et on se demandait si, selon vous, c'était une bonne idée d'y retourner, ou d'aller sur Mars, d'ailleurs. Alors, pas du tout. Donc, Les Champs de la Lune, effectivement, c'est mon dernier livre de science-fiction. Là, il m'a pris 4 ans à écrire, parce qu'un livre de science-fiction, c'est du world building. Il faut que vous construisiez tout votre monde depuis la géopolitique jusqu'à la composition de votre petit déjeuner. Donc, c'est très long, c'est très exigeant. À chaque fois, je me jure, mais un peu tard, qu'on ne m'y reprendra plus. Donc, l'idée vient d'Elon Musk. Donc, Elon Musk, un jour, a dit on va aller terraformer Mars. On va s'installer sur Mars et on va la rendre habitable. Alors, Elon Musk, c'est quelqu'un qui essaye de faire rêver les foules sentimentales pour pas qu'on remarque, alors maintenant on le remarque quand même un peu plus, que globalement son job ça a été de voler des données personnelles dans nos poches à l'époque où nous n'étions pas au courant que nos données personnelles c'était de l'or. Donc il nous fait rêver, par exemple il a envoyé une voiture dans l'espace, laquelle voiture diffuse en continu Space Oddity de David Bowie, sachant que dans le vide il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de son, donc c'est vraiment une arnaque totale. Bon. Et ensuite il a dit on va aller terraformer Mars. Alors, pour aller déjà Mars, c'est une planète rocheuse comme la Lune, morte comme la Lune, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de mouvement magmatique interne. Donc, quand il n'y a plus de mouvement magmatique interne, il n'y a pas ce bouclier électromagnétique qui nous protège des rayons durs envoyés par le Soleil et par le reste de la galaxie, mais le Soleil surtout. Donc, accessoirement aussi, ce bouclier magnétique retient l'atmosphère. Chose utile. Donc, Mars et la Lune, ce sont 2 planètes rocheuses et ce sont 2 planètes mortes. Troisièmement, Mars a un problème, c'est qu'elle est, vous voyez, elle est rouge, Mars la rouge. C'est du perchlorate. Le perchlorate, c'est du désherbant. Donc, c'est une planète qui est faite en désherbant. Donc, vous arrivez sur Mars, vous ne pouvez rien faire pousser. Ce qui est un souci quand on veut coloniser, pour manger à un moment. Bon. Et la 4e chose, c'est que Mars est très, très, très loin. Alors, c'est vraiment très loin, de chez très loin. Pour prendre un équivalent, si vous disiez « je vais aller sur la Lune », c'est un peu comme si vous disiez « bon, je prends ma voiture et je pars en week-end à 300 km ». Alors, ça se fait, 300 km, il faut faire le plein, il faut quand même prévoir une pause pipi, il faut avoir un sandwich, enfin voilà, 300 km, on a tous fait. Comparativement, aller sur Mars, c'est comme si vous disiez « bon, allez, c'est le week-end, je prends ma voiture et je fais 50 000 km ». C'est pas pareil. On ne part pas avec la même voiture, on ne part pas avec le même budget, on ne part pas pour le même temps. Et en moyenne, si on fait 50 000 km, on a de fortes chances d'ailleurs de revenir à son point de départ, puisque la Terre fait 40 000 km de circonférence. Voilà. Donc, pour aller sur Mars, il va falloir être dans une fusée entre 1 et 2 ans. Après, on y arrive, on y reste, dans un souterrain, parce que vous ne pouvez pas vivre à la surface de Mars, parce que à cause des rayons durs du soleil, c'est agréable comme de marcher dans un micro-ondes. Donc vous vivez dans un souterrain, et après il faut revenir 2 ans. Donc ça fait quoi 4-5 ans de confinement. Or maintenant on est au courant qu'un confinement, ça a l'air facile sur le papier, mais non, c'est
finalement difficile à vivre au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Alors au bout de 5 ans, il y a toutes les chances que votre équipe de colons se soit entretuée. Parce que quand ils sont dans l'ISS, ou à la limite sur la Lune, ils ont un psy. Donc dès qu'ils ont envie d'égorger leur voisin, ils appellent leur psy et ils lui crient dessus sur l'ISS. Voilà. Ils se défoulent, ils se déchargent. Voilà. Mais le problème, c'est que si vous allez sur Mars, à partir de la moitié du chemin, vous allez appeler votre psy pour lui dire des gros mots. Le temps que vous lui disiez « espèce d'abruti », et le temps qu'il vous réponde « mais oui, je vous écoute », il va s'écouler 40 minutes. Donc vous ne pouvez plus vous défouler à l'extérieur. Donc il y aura un vrai problème de stabilité mentale, collective et individuelle. En gros, Mars, on ne peut pas y aller. En tout cas, on ne peut pas y aller et en revenir vivant. Et alors, la Lune, elle a un immense avantage. C'est que sous la couche externe de la Lune, il y a des tubes de lave, c'est-à-dire des tubes creusés par la lave. Il y en a sur Terre aussi, mais il y en a beaucoup qui sont effondrés sur Terre parce qu'on a quand même une gravité assez forte. Mais sur la Lune, il y a des tubes de lave qui ne sont pas écroulés parce que la gravité est 6 fois plus faible que sur la Terre. Et ces tubes de lave, ils peuvent faire 500 mètres, 1 km de diamètre. Ça, on a vu des lucarnes, on a vu le sol des tubes de lave. On sait qu'il y en a sur la Lune, et probablement en quantité. Et dans ces tubes de lave, autant si vous marchez à la surface, le jour, il fait plus 120 degrés, et la nuit, il fait moins 170. Donc, la température est déjà, vivre à 120 degrés, c'est pénible. À moins 70, c'est pas rigolo. Mais alors, l'écart de température, vous imaginez sur les matériaux, oui. Par contre, dans les tubes de lave, a priori, il fait moins 20 degrés de façon constante. Et moins 20 degrés, c'est une température, on va dire, honnête. C'est-à-dire que voilà, vous construisez un habitat, vous le pressurisez, vous y mettez de l'oxygène. Il vous suffit d'un bon chauffage. On sait vivre à moins 20 degrés sur Terre, on saurait le faire sur la Lune. Donc je me suis dit, si un jour vraiment il faut avoir une planète B, s'il faut quitter la Terre pour aller vivre ailleurs, c'est pas la peine de s'épuiser à aller sur Mars, on va aller plutôt sur la Lune. C'est une planète rocheuse, quand même beaucoup plus accueillante, et elle est vraiment à notre disposition et sous notre nez. Donc c'est cette raison pour laquelle j'ai voulu imaginer une migration, une colonisation, une transhumance humaine sur la Lune, qui a des chances de marcher à partir du moment où on obtient une espèce humaine capable de vivre avec plaisir dans des tubes de lave toute sa vie, ce qui consiste quand même à vivre dans un parking. Donc c'est pas très fun, mais c'est vivable. À propos de ces fameux tubes de lave, on sait que la SF est boursouflée d'habitats volants en mégastructures, sous dôme, dans n'importe où, mais assez peu finalement d'habitats souterrains que vous exploitez aussi dans le goût de l'immortalité. Est-ce que, à votre avis, ces options souterraines ont été un peu négligées ? Ah oui, c'est vrai maintenant que vous le dites. Alors, dans Le goût de l'immortalité, qui est un livre de science-fiction que j'ai écrit en 2005 et qui, globalement, met en scène 2324. Tous mes livres de science-fiction se passent en 2324. Globalement, le pôle d'attraction humain, c'est plus du tout l'Europe, qui est une petite nation ruinée, inondée, c'est l'Asie. Il y a une forte attrition biologique, il y a beaucoup de pollution, et les gens vivent dans des grandes villes. Et donc, au sommet des tours, il y a les riches, et puis au rez-de-chaussée, il y a les pauvres, et dans les sous-sols, il y a les encore plus pauvres. Alors, cette répartition spatiale, selon les classes socio-économiques, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Fritz Lang en 1927, dans son film Métropolis. Et depuis, toute la science-fiction reprend cette répartition-là. Il y a toujours des riches qui ont des terrasses magnifiques au sommet des plus hautes tours. Et puis, il y a les pauvres qui pataugent dans la crasse les plus acides et la pollution au bas des tours ou dans les sous-sols. Oui, je crois que dans Carbone modifié, il fait encore mieux. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, le haut des tours se détache et finalement, les riches vivent en orbite spatiale, carrément. Ouais. Donc, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là d'avoir les riches en haut et les pauvres. On peut continuer. Là, vous parliez du goût de l'immortalité et de la Chine. Tout à l'heure, on a parlé de vos voyages. La Chine, c'est le théâtre de plusieurs de vos romans. Cette idée que dans le futur, c'est la Chine le point important. C'est votre intérêt pour la géopolitique. C'est une projection. Ou alors un intérêt pour la Chine parce que vous y avez vécu. Peut-être, je sais pas. Alors non, c'est vraiment une projection. En fait, j'ai dans l'esprit, au fur et à mesure qu'on lit des articles, on se dit, je sais pas, dans 20-30 ans, il va y avoir un problème de montée des eaux, dans 20 ans. Bref, on dessine un horizon plausible.
de la vie sur Terre, aussi bien au niveau géopolitique que botanique, que culturel, etc. Donc c'est là-dedans que je vis. J'ai l'habitude d'avoir comme ça des projections qui s'ajustent d'ailleurs avec toutes les choses que je peux lire tous les jours sur des projections plausibles, que ce soit de la part de Greenpeace ou autre. Et alors la Chine, non, moi j'ai jamais mis un pied en Chine et j'aimerais bien. Alors j'ai essayé d'intriguer pour me faire inviter à dernière convention science-fiction en Chine, mais j'ai raté. C'est une autre qui a été choisie. Et en fait, j'ai lu beaucoup d'auteurs chinois et surtout des auteurs chinois installés en France, parce qu'on en héberge quand même pas mal, qui ont un peu fui la Chine, et qui gagnent leur vie en écrivant, et ils écrivent en chinois, et après ils traduisent eux-mêmes en français. Donc on n'a pas un livre traduit un peu à la fourche par un traducteur d'une langue vers l'autre, mais un auteur qui maîtrise les deux cultures. Donc on en apprend beaucoup. Et notamment, il y a des polars chinois, c'est les seuls polars où la moitié du texte, c'est de la poésie, quoi. En fait, les Chinois sont des gens extrêmement poètes. En tout cas, il y a pas mal d'auteurs comme ça, chinois, qui mettent de la poésie partout. Là où nous, ça ne se fait plus trop, la poésie, ce qui est un peu dommage. Et alors, ce qui m'intéresse aussi dans la Chine, c'est que ce n'est pas vraiment la Chine, parce que pour un Chinois, c'est quand même la Mandchourie. C'est pas vraiment la même chose, même si effectivement la dernière dynastie chinoise était mandchoue. Donc la Mandchourie, c'est au nord de la Chine, Harbin, c'est pas un climat très agréable. Ils font des concours de statues de glace en hiver, vous voyez le niveau de... Bref, il fait pas chaud. Et la Mandchourie, c'est un pays où il se passe toujours quelque chose, parce qu'au nord, c'est la Russie, par là, c'est la Corée, par là, c'est le Japon, et en dessous, c'est la Chine. Donc autant vous dire que c'est un endroit où ça n'a jamais été paisible. Ils ont des voisins qui sont tous plus fous les uns que les autres. Et donc du coup, ça fait effectivement une culture intéressante parce qu'elle est très brassée. À propos de poésie, on en trouve un tout petit peu par fragment dans votre œuvre, mais vous écrivez aussi qu'elle ne supporte que la perfection. Est-ce que vous avez été tentée par la poésie ? Oui, moi j'ai dû écrire, je sais pas, c'est 300 poèmes. Et j'en ai gardé une petite quarantaine. J'avais fait une petite plaquette que j'ai fait imprimer à mes frais pour mes enfants, qui n'ont jamais lu d'ailleurs. Et c'est intégralement nul. La poésie, ça ne supporte pas la médiocrité. Et moi, je suis mauvaise, quoi. Et alors, non seulement il aurait fallu que je sois bonne en poésie, j'ai dit un génie, on l'a ou pas. Et en plus, après, il faut en permanence rester poète. Voilà, c'est un travail permanent, la poésie. Donc c'est vraiment un métier sacrificiel. Et j'avais vraiment pas les dispositions. Mais vous avez par contre une telle foi dans la littérature, ou en tout cas, il semble que dans Les Chants de la Lune, pour y revenir, le fait d'avoir accès à une bibliothèque infinie, sur une sous-couche mémorielle, des interactions émotionnelles, ça puisse suffire à l'apparition d'une émergence de conscience comme Elgerline. Est-ce que vous pensez qu'une entité qui est quand même immortelle, indestructible, qui a priori n'a pas besoin des autres, peut avoir ce rapport au réel, à l'altérité, à l'amitié, au deuil et à sa propre mortalité ? Est-ce que la beauté, et notamment littéraire, peut suffire à faire apparaître tout ça ? Alors voilà, ça c'est la grande question qu'on se pose en ce moment, c'est l'intelligence artificielle peut-elle accéder à une conscience réflexive ? Alors ça c'est une excellente question, c'est pas moi qui vais vous répondre. Alors, il fut une époque où Yann Lequin, le pape de l'intelligence artificielle, que Facebook nous a débauché d'ailleurs, disait non, une intelligence artificielle, alors ça j'ai pris des notes, je vais vous les ressortir. Il y a plusieurs choses que nous on a et qu'elles n'ont pas. D'abord, on ne devrait pas dire intelligence artificielle, ça nous induit en erreur. On devrait dire apprentissage artificiel, pas pareil. Donc, il dit alors, nous, ce qu'on a comme caractéristique, c'est d'abord d'être des individus, mais enfin, après tout, une intelligence artificielle peut être considérée comme une entité contenue dans un serveur. Bon. Donc, globalement, voilà. Donc, Lequin, il avait dit qu'une intelligence artificielle, pour être considérée comme une entité, déjà, il faut avoir un modèle du monde, une idée de ce qui vous entoure. Ensuite, il faut procéder par mémoire associative, alors que l'IA, elle va par force brute. Ensuite, il faut quand même avoir des perceptions. Alors après tout, on peut doter les IA de récepteurs, mais qui sont liés à des processus de récompense-punition déterminés par des enjeux vitaux. En fait, nous, si on est devenu intelligent, c'est parce que sinon on meurt. Je veux dire, si on ne se lève pas tous les matins pour aller travailler, on meurt de faim, on meurt de froid. Bon. Donc, à la limite, et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de tenter, c'est
commence à menacer les IA de les débrancher, mais authentiquement, quoi. Et enfin, du coup, à partir de là, une capacité à se fixer des objectifs selon des enjeux personnels. Et à partir de là, on peut dire qu'une IA sera devenue une entité individuelle. Alors Yann Lequin, il y a quelques années, disait l'IA n'a pas tout ça, nous on l'a. Donc jamais l'IA ne pourra devenir une entité indépendante à laquelle on pourra donner le nom de conscience. Et là, dernièrement, tout content, il a dit « Ah, ça y est, par contre, on va peut-être bien y arriver. » Parce que c'est son but dans la vie, c'est de donner une vie individuelle aux intelligences artificielles. Je ne sais pas si c'est vachement raisonnable, en fait. Voilà. Donc lui, c'est son rêve, c'est son dream, c'est son Graal. Et je trouve que, voilà, c'est peut-être pas très, très, très malin. Mais effectivement, il commence à essayer de mettre au point des IA qui décident ce qu'elles ont envie de traiter ou pas, qui prennent des décisions selon un certain nombre de perceptions et selon un certain nombre d'enjeux qu'on ne maîtrise pas, qu'elles se fixent elles-mêmes. Voilà, je sais pas quelle est l'utilité de mettre au point la créature qui va nous ratatiner, mais en tout cas, Yann Lequin, il est à fond dedans. Il y a beaucoup de labos qui sont à fond là-dedans, pour des raisons qui m'échappent. Hein. C'est un petit peu comme vouloir réinventer la peste ou le choléra, mais bon, c'est comme ça. C'est exactement ce que Jeanne, on en discutait, elle se posait la question, est-ce que l'IA va nous piquer notre goûter et nous tabasser ? Voilà, ça c'était une question existentielle qu'on avait. Alors l'IA est en train de nous piquer notre goûter et de nous tabasser, même si l'IA en fait n'est que globalement un algorithme qui fonctionne par force brute, extrêmement polluant. Mais c'est déjà le cas. Enfin, moi, je vois tous les traducteurs, ils n'ont plus un poil de sec. Il y a énormément de gens qui faisaient du contenu pour des sites web, ça y est, ils sont au chômage. Il y a énormément de graphistes, de web designers, etc., qui sont au chômage. Mais c'est pas qu'ils vont l'être, c'est qu'ils le sont, ça y est, en 1 an, 2 ans. Leur chiffre d'affaires est passé de suffisant pour vivre à 0. Il y a beaucoup de traducteurs, il y a beaucoup de formateurs. Non, c'est une catastrophe. Enfin, l'intelligence artificielle, on n'est qu'au début de la catastrophe, mais c'est une catastrophe humaine. Et à San Francisco, il y a des grandes affiches arrêtez d'embaucher des êtres humains. Et tout le monde est content. La moitié des voitures à San Francisco, il n'y a pas de conducteur. Mais en plus, ça marche très bien. Voilà, ils ne font pas d'accident. Non, c'est une cata. Elle est en marche. Alors nous, on est encore, comme on est un peu la banlieue du monde, on est encore un tout petit peu protégé, mais encore non, même pas. Alors que pourtant, le thème de l'IA et du robot, parce qu'avant l'IA, c'était aussi le robot destructeur, l'ASF s'en a emparé depuis un moment. Enfin, il faudrait qu'on regarde Terminator, ça n'a pas l'air... j'ai pas tellement envie de vivre ce monde-là. Et ça n'a pas l'air de bouger. Enfin, tous ces auteurs et autrices qui ont dit, attention, il y a quelque chose. Finalement, on ne s'en sert pas du tout, on ne s'en inspire pas, on y va droit devant. Je dirais... Oui. Enfin, la science-fiction est une littérature qui peut être une littérature d'alerte. Alors, elle alerte sur les dangers des tripatouillages biogénétiques dans le meilleur des mondes, sur les dangers de la dictature dans 1984. Elle alerte sur de Ligny sur les problèmes d'approvisionnement en eau. Ça date vraiment de l'an 2000 peut-être. Quand Hawking a signé toute une tribune avec je ne sais plus qui pour dire attention, l'IA c'est un truc un peu dangereux, c'était quoi, en 2005 voilà, oui, il y a des alertes. Voilà, les politiques s'en foutent. Si c'est pas suivi d'action, il y a aucune. Enfin, vous pouvez écrire le mieux du monde, ça servira à rien du tout. Le GIEC, ils sont venus nous trouver un jour, il y a 5 ans, peut-être un peu plus, ça doit être. Bon, on va dire en 2019, voilà. Et donc, ils ont convoqué, je ne sais pas, une dizaine d'auteurs de science-fiction, et ils nous ont emmenés à l'X, là, sur le plateau de Saclay. Alors, quand vous voulez y aller, il faut prendre son sac à dos, on crapahute, là. Et puis, on est arrivé dans une salle où ils nous ont dit, voilà, nous, on a un rapport qui sort tous les 5 ans, tout le monde s'en fout. Alors, il faudrait que vous le mettiez en fiction, en nouvelle, pour que les gens réalisent ce qu'on dit. Comprennent que quand on dit va y avoir une montée des eaux, ça veut dire que, je ne sais pas moi, que ce soit ici ou à Paris, vous irez au travail en gondole, enfin bon. Et je me souviens que pour nous remercier, pour nous payer, ils nous ont offert une demi-journée avec des météorologues qui ont accepté de nous dire les vrais chiffres. C'était horrible.
Ça a duré la matinée, c'était des petits jeunes avec des grands sourires. Et le midi, on est sortis, on devait aller manifester pour les retraites. Et on n'y est même pas allé. Parce qu'on rampait en disant, de toute façon, la retraite, on ne la touchera jamais, puisqu'en 2050, on sera tous ou noyés ou cuits, c'est-à-dire bouillis. C'est horrible. Alors, ils nous ont dit, oui, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément, mais alors, chaque rapport, on a une courbe plutôt favorable, une courbe défavorable. Le rapport suivant, celle qui était vraie, c'est la courbe défavorable empire, d'accord. C'est-à-dire que ça ne va pas être un réchauffement de 1,5 degré en 2100, mais de 5 degrés en 2050. Ça veut dire que ça ne va pas être une hausse de l'eau, du niveau des mers de 50 cm en 2100, mais de 3 mètres en 2040. Et on s'est décomposé et on leur a dit, mais est-ce que vous prenez en compte les événements catastrophistes ? Puisqu'à partir du moment où plus ça se réchauffe. Par exemple, le fait que le pergélisol en Russie, en Sibérie, se réchauffe, ça libère du méthane. Donc, il risque d'y avoir effectivement des dégazages de méthane massifs. Et puis, il risque d'y avoir des méga-feux, méga-polluants. Et on leur a dit, est-ce que vous prenez en compte dans vos chiffres les conséquences du réchauffement, c'est-à-dire les amplifications par des événements exceptionnels ? Ils nous ont dit non. Nous, on travaille en moyenne. On leur a dit, parce qu'il n'y aura pas d'événements exceptionnels. Ah ben si, il y en aura. Donc, ça sera encore pire que pire. Donc, c'est pour ça qu'on est sortis en rampant. Et donc, on a fait un livre qui s'appelle Nos futurs NOS, où moi, j'ai eu en charge la partie urbaniste. Qu'est-ce que ça va être une ville dans le futur, à partir du moment où il y aura beaucoup de choses qui seront inondées. Les appartements sous les toits, il fera juste 70 degrés, on ne pourra pas les occuper, etc. Bon, comment est-ce qu'on peut vivre là-dedans ? Et j'ai mis en scène plutôt des enfants qui ont l'habitude. Parce que les enfants, ils sont résilients, ils feront avec la planète qu'on leur laisse. Nous, on est un peu attristés parce que ça ne va pas vers un mieux. Mais dans 50 ans, les enfants qui naîtront dans un monde beaucoup moins bien que le nôtre, ils trouveront ça normal, ils n'auront pas connu autre chose, parce que j'essaye quand même de donner, pas un aspect positif, mais un aspect pas trop dépressif à ce que je raconte, sinon personne ne le lit. Et on a fait effectivement paraître un livre de nouvelles mettant en scène les conditions du GIEC, d'après le rapport du GIEC, je ne sais pas si c'était le 2020. Et voilà, ce livre-là est un livre d'alerte, mais ce n'est pas un livre qui a fait la une. Ça n'a pas passionné les foules. Les gens ont peut-être envie de lire autre chose. Vous pouvez toujours alerter. Si de l'autre côté, les récepteurs, notamment politiques, ont les oreilles bouchées, en général bouchées par des problèmes plus immédiats, ça ne sert à rien. En fait. Mais on l'a fait. Mais si vous êtes intéressé par le fait de lire ce recueil, nous l'avons à la médiathèque au premier étage. Il est dans la sélection Mycéliade, si ça vous intéresse. Et toujours en ce qui concerne le réchauffement climatique et l'IA, dans les champs de la Lune, vous avez l'air effectivement de penser que l'humanité est confrontée à de nombreux dangers, mais c'est surtout à sa faculté de déni, en fait, qu'elle ne peut pas échapper. C'est ça qui la menace le plus. La faculté de déni sans mesure. Je pense en particulier à leur rapport à l'oxygène. Même quand ça va bien, on est capable de se condamner soi-même uniquement par déni. Ben oui. Est-ce qu'il y a que moi qui se sens mal là ou parce que je vais sortir de là. Non, mais c'est Don't Look Up. Enfin voilà, il est bien ce film. Je suppose vous l'avez vu. Ouais. C'est déprimant. Ben voilà, Don't Look Up, c'est ça, oui, mais c'est pas tellement qu'on est dans le déni parce qu'on est bête et méchant, c'est qu'on est dans le déni parce qu'on peut pas y faire grand-chose. Enfin, voilà, on trie nos yaourts, mais le temps qu'on trie nos yaourts, Total, il déverse 800 tonnes de gasoil dans l'océan, et puis voilà, nos yaourts, c'est l'histoire du colibri. Effectivement, on a tout un tas de petits colibris, et puis les gros éléphants qui déposent d'énormes bouses qui vraiment modifient l'équilibre de l'écosystème. Malheureusement, on n'arrive plus à jouer dessus. Et à la limite, moi j'avais un peu d'espoir dans la loi antitrust qu'agitait Biden pour influer effectivement sur la façon dont les tycoons, les GAFAM, enfin les grosses sociétés de la tech, de la Silicon Valley, et aussi les producteurs d'énergie fossile très polluants aux États-Unis, ils étaient vraiment en train de faire des choses bien pour qu'ils arrêtent de polluer. Et puis voilà. Pour en revenir à l'intelligence, est-ce que vous pensez avec Paul Watson qu'on devrait plutôt définir l'intelligence comme la capacité de vivre en harmonie avec son environnement, plutôt que par l'habileté manipulative
ou que sais-je. Oui, certainement, mais ça c'est dans un monde idéal. Dans un monde réel, l'important c'est qui définit l'intelligence. Celui qui définit l'intelligence, c'est celui qui a la parole, c'est celui qui n'est pas mort. Donc c'est celui voilà, Watson il donne une définition tendre et sensible de l'intelligence, mais malheureusement l'être humain n'est pas cet être débonnaire au cœur assoiffé de tendresse, et globalement la définition de l'intelligence qui va être prise en compte, ça va être la définition du vainqueur, qui souvent n'est pas d'un être débonnaire au cœur assoiffé de tendresse, mais une grosse brute qui a assassiné tout le monde, et il reste plus que lui, donc il décide que c'est ça qui est le bien. Voilà. On a en permanence au sein de l'humanité une lutte entre des lumières, enfin des gens qui souhaitent, qui ont une aspiration au bien commun, ne serait-ce que parce que c'est extrêmement intelligent, la solidarité c'est ce qui fait qu'on reste ensemble, et puis de l'autre côté, tout d'un coup, il y a un groupe armé qui émerge de là et qui massacre tout ce qu'il peut, et qui prend le pouvoir, et malheureusement c'est eux qui gagnent. Mais ça c'est effectivement un problème qu'on a dans l'humanité depuis probablement qu'elle existe, et qui est en permanence en progression. On voit qu'effectivement tous les termes de solidarité, d'intelligence, voilà, de lucidité ont tendance à gagner des galons, hein. Par exemple, quand même le niveau culturel au XXe et au XXIe siècle est infiniment supérieur à ceux de, je ne sais pas, du XVe siècle, où il y avait une personne sur 100 qui savait lire et écrire. Mais il y a toujours ces mouvements de backlash qui font qu'on revient en arrière et puis on réavance, etc. Donc, d'ici, je ne sais pas, 100, 200, 1000, 2000 ans, on sera très probablement une espèce empreinte de calme, de paix, il n'y aura plus de violence, etc. Sachant que le niveau de violence actuel est vraiment très très inférieur à tout ce qu'on a pu connaître il y a un siècle ou 2 ou 3 ou 10. Voilà, moi je sais qu'en 1500, quand vous vouliez faire une fête à tout casser pour, je sais pas, la Saint-Jean, vous faisiez un grand feu de joie et dedans vous jetiez des chats vivants parce que leur hurlement réjouissait la populace. Bon, on n'est plus là, au-delà de ça. Mais le gros problème, c'est ce qu'on sera encore vivant dans 100 ou 200 ans, ou 1000 ou 2000 ans. Là, on est un petit peu une course entre notre solidarité et puis les bêtises qu'on a fait depuis un siècle ou plus. Les conséquences de notre égocentrisme. J'avais envie de passer à un sujet plus léger, parce que là, je me sens pas très bien. Mais mon prochain sujet, c'est les femmes dans la SF. Je suis pas sûre que ça améliore le débat. Je m'en excuse. Plus sérieusement, l'année dernière, nous avons reçu pour les Mycéliades Estelle Faye, autrice elle aussi, et on avait parlé de ces questions de femmes dans la SF, que ça soit personnage féminin dans la SF ou femme autrice. Donc j'aimerais bien qu'on discute un peu de ce sujet, parce que pour rappel pour donner l'information aux auditeuristes qui ne l'auraient pas eu, vous avez participé à plusieurs tables rondes et émissions de radio sur la place des femmes dans l'informatique, dans les médias. Pas mal de tables rondes sur des questions. L'ASF, est-ce que c'est une littérature de genre, sur les mécanismes de la science-fiction masculine ou l'hypersexualisation et l'objectification des femmes dans l'ASF. Et côté purement production littéraire, vous avez écrit le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, que moi j'aurais personnellement beaucoup aimé lire quand j'étais toute petite et que j'ai pas eu l'occasion de lire, où vous proposez 50 métiers qui font rêver, comme cosmonaute ou aventurière. Donc ça, c'est hyper important pour les petites filles. Et en 2019, vous avez publié la première biographie d'Ada Lovelace en français. Donc Ada Lovelace, c'est une des premières femmes informaticiennes, enfin pionnière de l'informatique. Et c'est un personnage que personnellement, moi, j'admire énormément. Donc je suis très contente d'avoir cette biographie en français. Est-ce qu'après tout ça, tout ce travail, toutes ces discussions, les tables rondes, les articles, les livres, etc., autour de cette question de la place de la femme dans la SF, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, que les lignes bougent un peu, ou alors on a encore beaucoup de chemin à faire ? Alors les lignes bougent, ça serait certainement dans ce petit milieu d'intellectuels dont nous faisons tous partie, de lecteurs et de lectrices, de citoyens et de citoyennes qui réfléchissent. Ça, c'est certain. Pour le reste du monde, je suis moins sûre que la place de la femme évolue vers un mieux. Alors,
personnellement, alors moi j'ai commencé à écrire sur le sujet parce que ça devait être en 2005-2006 dans un festival breton d'ailleurs. Il y avait une table ronde sur les femmes en science-fiction. Sur le panel, il n'y avait pas une femme. Donc avec Un classique du genre. Voilà, avec une copine, on s'était mis au premier rang, puis alors jetait des cacahuètes. Et là, oui, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un net problème. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'avec ma copine, on s'était rendu compte que globalement, voilà, on va prendre l'université ou dans les cadres des sociétés privées, où, bon, il n'y avait pas de femmes dans les années 60-70. Voilà, elles étaient toutes secrétaires. Vous croisiez une femme, c'était un homme, c'était un cadre, et une femme, c'était une secrétaire. Et alors, globalement, c'est elle qui faisait le travail. Enfin, bon, bref. Et on s'est mis à passer à 20% dans les années 80. Là, il y a vraiment une percée, que ce soit dans les terminales scientifiques, dans les écoles d'ingénieurs, chez les cadres. Voilà. Et ben, ça a stagné. Moi, je pensais que voilà, en 80, 20%, on allait passer en 2000, on serait à 40, et puis à la parité maintenant. Et ben non. On voit s'effondrer le nombre de femmes qui font spémat. On voit s'effondrer le nombre de femmes en école d'ingénieur. Et alors, partant, on voit s'effondrer le nombre de femmes dans les milieux dirigeants. Ouais, parce que c'est dommage, mais c'est comme ça, mais c'est les sciences qui sont un peu le Graal pour accéder au pouvoir. Il y a plein de contre-exemples, mais quand même, massivement, c'est ça. Et ça, c'est la poisse. Et j'avais discuté avec des petites jeunes filles qui étaient dans le privé, dans une société de conseil, et qui m'expliquaient qu'il n'y avait pas uniquement un plafond de verre, il y avait un couloir de verre. C'est-à-dire que le plafond de verre, c'est quand vous avez fait sup, spé, machin, truc, et on ne veut pas vous laisser monter plus haut. Le couloir de verre, c'est quand on vous oriente vers CAP couture. Voyez, voilà. Alors que vous auriez eu les capacités de. C'est une chose qu'on retrouve aussi chez personnes noires. Je crois que c'est Oxmo Puccino, qui globalement avait 18 sur 20 en français. Enfin voilà, c'est un peu un poète, quoi. Et comme c'était un homme noir, en seconde, on l'a orienté vers la chaudronnerie. Et il dit, je ne savais même pas ce que c'était un chaudron. Et voilà, parce que c'est un homme noir, donc on va l'envoyer faire des travaux. Enfin voilà, c'est un racisme monstrueux. Évidemment, il y a un sexisme épouvantable, lequel est porté pas du tout uniquement par les hommes, mais rassurez-vous, les femmes sont aussi misogynes que des codes civils. Et se tirer dans le pied, on fait ça très bien toute seule. Voilà, même s'il y a eu des professions qui sont vraiment féminisées, je parle à tout ce qui est santé, je pense à tout ce qui est droit juridique, etc. On a un problème de représentativité des femmes dans les instances de pouvoir, et je ne dis pas que ça s'améliore, je dirais même que ça aurait un peu tendance à régresser. Et ça, c'est désolant. Donc, du coup, à partir du moment où j'ai réalisé ça, j'ai effectivement écrit un livre pour donner des idées de métier aux petites filles. Et ça, c'est parce que j'ai lu un journal qui est écrit qui s'appelle Femmes, Travail et Genre, je crois, ou Travail, Genre, Classe, enfin bon, bref, de Marouani. Et c'est super comme journal. Et ils vont à la sortie des lycées interviewer les petites jeunes filles. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Bon. Et alors, globalement, elles disent soit coiffeuse, alors là, tout le monde trouve ça merveilleux, soit maître chien, et là, c'est « Ah ben non, ça, tu peux pas. » Non, tu peux pas, tu vas faire coiffure, en fait. Et puis, si elles insistent pour être maître chien ou faire génie mécanique, elles vont être 2 dans la promo, et elles vont se faire sortir par les garçons de la promo qui ne veulent pas que leur profession se féminise, parce que la féminisation, c'est une régression. Donc voilà, sur leur boîte à outils, elles vont retrouver dessiner des pénis en érection, enfin bon, bref, jusqu'à ce qu'elles craquent et qu'elles aillent en coiffure. Alors que le garçon qui, lui, par exception, a décidé de faire coiffure, parce qu'il y a 99% de filles, lui, il va être accueilli à bras ouverts sur un lit de pétales de rose, et il va être extrêmement chouchouté. Voilà. Et c'est comme ça depuis le début de cette revue, c'est comme ça depuis les années 80, c'est encore comme ça dans les années 90, puis dans les années 2000, puis des années 2010, et c'est toujours pareil actuellement. On continue à orienter les filles vers les métiers du care, c'est-à-dire prendre soin des vieux, des malades, des enfants, etc., qui sont des métiers qui sont mal rétribués parce que les femmes sont incapables de faire une clé au bras au DRH quand il s'agit de négocier leur salaire. Il y a ça aussi il faudrait
il y a une représentation de la femme comme un être qui n'ose pas s'imposer sur les questions d'argent. Et là, je suis en train de travailler avec un club de femmes. Alors là, c'est des décideuses sur Paris, elles rigolent pas. Et il y en a une qui m'a dit, écoutez, maintenant, actuellement, les femmes ont les codes, ça va. Elles ont les codes, elles sont en tailleur, elles savent crier très fort et elles savent s'imposer. Et elles sont autant des garces que les hommes sont pas commodes dans les relations d'affaires, mais elles ont toujours pas le pognon. Et finalement, au fond, ça revient à ça. Réussir à acquérir un pouvoir économique équivalent à celui des hommes, c'est un petit peu le Graal du féminisme. Parce que si vous êtes effectivement une femme qui a du mal à trouver une situation dans la société, qui est victime de l'oppression du patriarcat, etc., si c'est dans une Rolls-Royce, je pense que vous allez beaucoup mieux le vivre que si c'est sous un pont. Voilà, moi je reste persuadée qu'à partir du moment où on a réussi à exiger, à obtenir une équivalence de revenus chez les femmes, et les mêmes que chez les hommes, on aura déjà gagné 99% du combat, mais ce n'est pas encore le cas. Donc je passe mon temps, je pensais apporter juste une pierre à l'édifice du féminisme en me disant ça y est, j'ai fait mon travail. Mais à chaque fois, on me relance et à chaque fois, je constate de plus en plus de choses qui font que je peux pas arrêter d'œuvrer dans cette direction-là, en plus des autres. Donc l'année dernière, avec Estelle, on était arrivé au constat que dans le milieu littéraire de l'ASF, bien spécifiquement, souvent, pour s'imposer, alors déjà pour avoir le même revenu, le même contrat qu'un auteur masculin, il fallait... elle nous avait raconté une anecdote qu'elle était meilleure vente de l'année dans sa maison d'édition et que sur le projet suivant, on lui proposait moins que son collègue masculin qui n'avait pas été meilleure vente de l'année. Donc ça avait déjà alerté, fait des petits signaux. Et que souvent, en SF en particulier ou en fantasy, encore plus peut-être, les femmes étaient souvent dirigées vers la jeunesse, vers les publications jeunesse plus que vers les publications adultes. Et ce débat-là, on l'a eu souvent avec Jeanne, toutes les deux, de se dire, c'est vrai que moi, j'ai l'impression, alors c'est vraiment personnel, mais moi, je serais intéressée d'avoir votre avis, que pour être une femme qui fait de la SF ou de la fiction, mais au sein de maisons d'édition sérieuses, masculines majoritairement, il faut forcément que le texte soit sérieux, soit très ancré, ou alors empreint d'une certaine violence, ou d'un certain... On peut pas... Il y a des sujets qui sont pas propices à ça. Et comment vous vous placez, vous ? Et c'est quoi votre parcours là-dessus ? Alors, si vous voulez être reconnue comme auteur, autrice de science-fiction sérieuse, il va falloir prendre les codes, effectivement, ça c'est un. Et deux, est-ce que vous en avez vraiment envie ? Ça c'est le deuxième point. Alors, effectivement, si vous voulez être reconnue comme un auteur de science-fiction sérieux, ou une autrice de science-fiction sérieuse, il va falloir être sérieux. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on vous respecte en réunion, vous arrivez avec le costume le plus ennuyeux du monde et vous prenez une tête sinistre. Hein. Et là, on va vous écouter. Et puis, mesdames, vous baissez la voix comme ça. Essayez un jour, essayez dans un restaurant, dites « garçon ». Et après, vous dites « garçon ». Voilà, moi, quand j'en peux plus de ne pas avoir mon verre d'eau, je finis par reprendre une boîte basse et ça fonctionne. Donc ça, oui, c'est comme ça. Et si vous avez une cravate, c'est encore mieux. Non, mais voilà. Et puis, si vous avez les cheveux courts, c'est bien. Et essayez de ne pas être trop maquillé. Et puis, ne souriez pas. Quand je donne des conférences, je souris rarement. Et je me souviens d'un type qui me dit « mais il faut que tu souris ». Non. Si je veux être écouté, qu'on me prenne au sérieux, je ne souris pas. Voilà. Les gens sauront que je suis bien concernée, que j'ai des pensées de haute tenue. Alors que si je rigole, voilà, tout le monde sait que... Bon. Donc, effectivement, par exemple, Le goût de l'immortalité, que le premier livre que j'ai écrit de science-fiction, c'est parce que j'avais écrit des livres de fantasy drôlatique et qu'il y avait un type qui m'a dit « ah, ils sont pas mal tes petites choses là, mais quand est-ce que tu fais un livre sérieux ?» Je lui ai fait un livre sérieux. Je lui ai fait un livre sérieux, c'est-à-dire, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de romance, il y a du sexe, il y a de la violence. Et alors, il y a une intrigue politique, même moi, je ne m'y retrouve pas. Voilà. Que les gens qui lisent aient l'impression que je suis plus intelligente qu'eux. J'ai vachement travaillé et que s'ils ne comprennent pas, c'est que c'est parce que c'est eux qui sont un peu bêtes. Ça a marché, du feu de Dieu, j'ai eu tous les prix possibles et imaginables parce que j'ai fait un livre pour garçons, calibré pour les garçons, et ça a très bien fonctionné. Depuis, on me prend au sérieux. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être pris au sérieux par finalement ce qui n'est qu'un groupe
de gens qui se prennent au sérieux. Parce que, mine de rien, les meilleures ventes, c'est quand même la romantasie. C'est écrit par des filles, pour des filles, parce que les gros lecteurs, ce sont des lectrices jeunes. Donc finalement, si vous avez envie d'être pris au sérieux par 3 personnes, faites-le. Mais il y a quelque chose à faire. Puisque justement, les bons lecteurs, ceux qui vont donner de l'argent aux auteurs, c'est des lectrices qui vont donner de l'argent à des autrices. Franchement, mesdames, allez-y, faites de la romantasie. Vous n'en avez rien à faire que Monsieur Dumichu dise « Oh, mais c'est pas de la littérature sérieuse ». Parce que vous allez vous retrouver assis sur un tas d'or et que ça impressionnera toujours Monsieur Dumichu. Parce que finalement, c'est ce que je disais, au bout du compte, l'important, c'est la puissance économique qu'on obtient. Donc oui, il y a une maladie de sérieux qu'on peut avoir, mais là, il y a une espèce de vengeance qui arrive, qui est une vengeance économique, du fait que la romantasie se répand tellement, elle plaît tellement, maintenant elle a ses propres librairies, que donc il y a des petites jeunes filles qui font ricaner tout un tas d'ahuris qui sont très contents de leur culture classique. Et maintenant, ils rient jaune parce que ces petites jeunes filles, elles prennent des jets privés. Là, eux, ils se déplacent à vélo. Et alors, c'est pas très écologique, d'accord, mais enfin, vous voyez le principe. Donc ça, je trouve ça très, très bien. Je suis ravie. C'est marrant parce que Estelle, l'année dernière, disait « Mais écrivez pour la jeunesse, c'est plus fun, il y a plus d'espace, on peut faire plus de choses parce que les éditeurs sont plus compréhensifs et en plus, ça vend mieux et on gagne mieux sa vie. » Et vous, de l'autre côté, c'est « Faites de la romantaisie, mesdames, vous gagnerez mieux votre vie, vous vous amuserez plus. » Alors moi, pour la jeunesse, je suis pas... Moi, j'en ai jamais fait. J'ai failli en faire une fois. Où j'avais écrit un livre qui s'appelle « L'histoire de France » pour ceux qui n'aiment pas ça. Parce que mon fils, qui avait 10 ans, est venu me voir en me disant « Maman, Napoléon, c'est avant ou après Charlemagne ?» Alors je fais et je me suis dit « Mon Dieu, cet enfant manque de repères. » Donc je lui ai écrit un livre que pour lui, pour lui donner des repères dans l'histoire de France. Donc 800 Charlemagne, 1800 Napoléon, tout ça. Et j'ai contacté Flammarion qui a pris le livre pour la jeunesse. Je dis « Vous êtes sûr, la jeunesse ?» Parce que l'histoire de France, c'est pas très folâtre, hein. C'est pas très moral, enfin bon. Et Flammarion m'a dit oui, si on le prend. Par contre, il va falloir enlever tous les enfants morts et toute la politique. Ce qui n'a plus beaucoup d'intérêt avec l'histoire. C'est un peu l'histoire de France, ouais. l'histoire de France, oui, c'est un petit peu politique. Et puis, comme c'est une histoire familiale, hein, depuis Capet jusqu'à la Révolution française, voire même jusqu'à Napoléon III, c'est une histoire de famille. Et enfin voilà, les femmes, elles faisaient 12 gosses, elles en menaient 2 à l'âge adulte, quoi. Et donc j'ai repris mes Gaules, puis je suis allée me faire éditer chez Fayard, qui était plus... et pas en jeunesse. Donc la liberté dont on parle en jeunesse, moi je ne l'ai pas vue. Moi j'ai plutôt eu l'impression d'une censure, mais à tous les étages, et qu'on prenait un peu les enfants pour des abrutis. C'est juste mon expérience, c'était peut-être une mauvaise expérience. Alors, on a beaucoup parlé de femmes, de féminisme, d'autrices et de lectrices. Malheureusement, il y a une femme dont il faut qu'on parle, c'est Colombe. Parce que c'est une sorte d'incarnation de la méchanceté. Et un des éléments caractéristiques de votre œuvre semble être la méfiance envers cette force écrasante du monde qui nous balance des pandémies et des tsunamis à la gueule, mais surtout envers le monde humain, que ce soit les leaders charismatiques, les institutions, les entreprises, la violence capitaliste, mais aussi les individus, les amis, les amants, jusqu'à l'intime, jusqu'au souvenir d'Envergis mein nicht et jusqu'à la magie elle-même, qui peut être source de méfiance. Je pense au sourire cruel des 3 petits cochons. Tout cela peut donner une impression de cynisme, mais plus on vous lit, plus on est tenté d'y voir au contraire un ahurissement toujours renouvelé devant l'insondable cruauté du monde. Et parce qu'il y a beaucoup de personnages sincères dans votre œuvre qui sont simplement confrontés à cette cruauté. Alors des fois, ils sont démunis face à l'ampleur du désastre, et la plupart du temps, ils se battent. Ils se battent après un temps de sidération. Parfois, ils luttent avec l'amour, comme dans Un temps chaud et lourd. Mais le plus souvent, ça débouche sur la vengeance, et souvent des vengeances grandioses. C'est ce qui rend les histoires dynamiques. Est-ce que vos personnages qui réussissent à garder le courage de la lucidité et de la ténacité, comment est-ce qu'on accède à ce courage et comment on le garde ? Alors là, je pense qu'absolument tout le monde ici, on est atterré par la cruauté humaine au moins une fois par jour. Dès qu'on regarde des actualités, c'est absolument hallucinant.
Voilà, que ce soit Trump voulant déporter un peuple ou un autre, ou je ne sais trop quel abruti qui, après avoir, j'en sais rien, moi, je joue aux jeux vidéo ou autre chose, tout d'un coup, il gorge une gamine, enfin voilà. Et voilà, on est en permanence atterré par la cruauté du monde et à se demander, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut en arriver là ? Et effectivement, dans les livres, il peut y avoir une catharsis à imaginer ces situations-là et comment on pourrait s'en sortir. Il y a beaucoup de livres, mais aussi de films, de séries qui sont de revenge. C'est-à-dire, il y a une femme qui est une victime d'un viol et elle va passer 90 minutes à retrouver ses agresseurs et puis à les découper en tout petits morceaux. Et ça fait plaisir. Donc il y a cette fonction-là aussi dans les œuvres de l'esprit, les œuvres de l'imaginaire. Ça sert à beaucoup de choses. Ça peut être des littératures d'alerte, ça peut être des littératures de catharsis, ça peut être la joie, au contraire, de se faire peur, et juste pour se dire après, en fait, je suis au fond de mon lit, sous ma couette et je ne risque rien. Voilà, ça c'est le côté, je vais dans une foire et puis je fais un grand 8 juste pour le plaisir d'avoir très peur alors qu'on risque rien du tout. C'est le même principe quand on va voir un film d'horreur. Ce qu'on veut, c'est vivre des émotions et des sensations, mais pas en vrai. Donc il y a énormément de fonctions dans les œuvres de l'imaginaire. Ça peut être aussi s'instruire, ça peut être faire une expérience de pensée, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour savoir quel effet ça fait d'être, je ne sais pas, un Zorglubien sur la planète Zorglub. Donc c'est tout le jeu de l'esprit. Et c'est en ça que l'être humain est un être de culture. Il y a toujours, on jette toujours sur l'imaginaire, sur le réel, des couches et des couches d'imaginaire, et c'est en ça que nous sommes grands, enfin, par rapport à, je sais pas moi, un caillou. Nous, on n'est pas qu'un caillou. Nous, on voit un caillou, il est par-dessus, alors on imagine, on sait rien, que c'est un caillou qui est utilisé par Harry Potter ou par qui vous voulez, et puis que c'est peut-être un caillou sur lequel, ça se trouve, c'est un caca de dinosaure. Enfin, vous voyez, là, j'ai encore lu dans le métro qu'à chaque fois où vous buvez un peu d'eau, et ben cette eau, elle est passée à travers un dinosaure, et en plus, elle vient de telle ou telle étoile. Enfin, voilà. C'est l'être humain, c'est quand même sa capacité à enchanter le monde qui est magnifique et qui se reflète dans le fait que j'écris. Alors pour l'auteur, il y a beaucoup de moyens effectivement de lutter contre la bêtise et la méchanceté, la poésie, la lucidité, l'ironie, le choix du point de vue. Mais en ce qui concerne le choix du point de vue, moi j'étais très avide de savoir si on allait enfin lire la biographie du veau gras, parce que je l'attends depuis que je l'ai entendu en interview. Alors ça, c'est effectivement une de mes premières œuvres. Alors là, oui, effectivement, je vais avoir 7 ans. Parce que je me suis toujours intéressée au second couteau. Au personnage secondaire et le veau gras. Alors, tout le monde connaît la parabole du veau gras, enfin la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, il s'en va, plouf, 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 et puis il revient un peu la queue entre les jambes chez son père, il est ruiné. Et son père, au lieu de lui coller une claque, il dit « Ah, mon Dieu, mon fils, comme je suis content de te revoir, c'est un bon père, quoi. » Et donc, il fait tuer le veau gras pour faire un grand dîner de réception de son fils ingrat. Et jamais personne ne s'est intéressé au veau gras. Ça se trouve, le veau gras avait une famille, le veau gras avait une sensibilité, le veau gras avait une mère à qui il a beaucoup manqué. Et donc, j'ai écrit la biographie du veau gras. Et c'est assez fréquent que j'écrive comme ça des ouvrages qui, en fait, me semblent manquer parce qu'il y a un point aveugle dans le point de vue du monde. Par exemple, la biographie d'Ada Lovelace. Alors, Ada Lovelace, c'est la personne qui a écrit le premier programme informatique au monde en 1842. Il n'y avait pas encore d'ordinateur. Donc, c'est quelqu'un qui avait une forme de génie. Et Ada Lovelace est hyper connue dans les pays anglo-saxons. Elle était anglaise. C'était la fille du poète Lord Byron. Dans les pays anglo-saxons, il y a, je sais pas, un Ada Lovelace Day. Il y a un collège qui s'appelle Ada Lovelace. Enfin bon. Et il y a 28 000 films, séries, biographies d'Ada Lovelace. Et en France, personne ne la connaît. Il n'y avait pas de biographie d'Ada Lovelace. En français, il n'y en avait pas du tout. Alors, par contre, elle est connue des informaticiens, puisque c'est elle qui a